est des histoires dont on préférait ignorer l'existence. Il est des finalités dont on se serait passé. Et pourtant, vous vous trouvez devant l'une de ces histoires. La série rouge est composée principalement de récits sombres, sanglants. Vous qui cherchez la lumière, passez votre chemin. Vous êtes prévenus. Forgés d'or. Les objets que l'on laisse derrière nous gardent en eux notre vie, notre passage et aussi notre fin. Les malédictions viennent pour les vivants et les bénédictions viennent pour les vivants. Craignez l'un mais pas l'autre, sans jamais espérer l'un ou l'autre. Rosetta observait l'écran de son ordinateur. Il restait figé sur l'image d'une de ses vidéos d'exploration nocturne. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle en regardait. Tout ce dont elle se souvenait était que l'engouement s'était formé comme une sorte d'évidence. C'était ce qu'elle voulait faire. Elle regardait de nouveau l'écran. Les règles de ce que les gens appelaient des explorations urbaines s'affichaient sur un dégradé noir. Première règle, ne mentionnez jamais le lieu dans lequel vous allez. Ne donnez pas d'indication quant à sa localisation. Seconde règle, ne dégradez aucunement le lieu. Dernière règle, ne prenez jamais des objets qui se trouvent dans le lieu. Les vibrations de son téléphone la sortirent de sa léthargie. Elle le saisit d'une main et décrocha sans prendre le temps de regarder qui l'appelait. « Alors, t'es prête ?»« Pas le moins du monde. J'ai l'impression de me retrouver au collège à sécher les cours de Monsieur Juras. »« Tu ne seras pas dépaysé alors. C'était déjà moi à l'époque qui te traînais dans l'aventure. »« Michael, sache que je te déteste du plus profond de mon être. »« Nous en reparlerons ce soir, darling. » Elle détestait quand Michael utilisait ce surnom idiot. Il avait commencé à l'utiliser il y avait presque 3 ans désormais. Une fichue série anglaise lui avait donné le goût pour cette appellation. Et depuis, elle ne s'était pas débarrassée de cet atroce surnom. Elle referma l'ordinateur d'un geste de la main et sauta hors de son lit. Aujourd'hui, c'était le grand jour. Ils allaient enfin faire une vraie exploration urbaine. Sa petite ville de Méa était en bordure d'un vieux bois qui vous aurait retourné les tripes tant celui-ci n'inspirait pas confiance. Le village semblait coupé du monde. Rien ne semblait le relier au reste de la civilisation. Rien ne semblait le relier au reste de la civilisation, si ce n'était le petit port qui permettait de rejoindre le continent. Au-delà de cela, il n'y avait pas grand-chose à faire sur cette île. Pourtant, Rosetta n'avait jamais regretté y être née. Elle récupéra son sac, elle y déposa tout ce dont elle avait besoin. Une corde, une lampe frontale, une trousse de soins, et pour le reste, on y trouvait des babioles stupides et notamment quelques barres chocolatées. Elle jeta un coup d'œil sur la montre de son grand-père. C'était une vieille montre à gousset simpliste, pas d'ornement, pas de gravure, et encore moins de photos comme dans les films. Une montre, simple et banale, qu'elle fourra dans sa poche à la hâte. Il était 17 heures. Elle savait très bien où elle irait. La forêt de Braun l'Ancien. Ainsi avait été nommé ce fameux bois qui faisait la lisière de la ville. Michael y avait fait la découverte d'une vieille bâtisse qui semblait tout droit sortie de ces films d'horreur où l'on se rend compte que le bâtiment est infesté par une famille de vampires. Une belle bâtisse victorienne qui, d'après les plus vieux habitants de la ville, avait appartenu à une riche famille qui aurait péri en mer. Le lieu était donc resté figé dans le temps. Les rues de la ville étaient vides. Les rues de la ville étaient vides de toute âme. Ce n'était pas étonnant. Aujourd'hui, c'était jour de match et la ville entière s'était probablement réunie au stade pour voir jouer les Hérissons Bleus, l'équipe prodige qui avait réussi à se hisser à la 3e place du classement national. Elle passa devant la vitre d'une belle voiture qui lui renvoya un demi-reflet dans lequel elle s'observa un bref instant. Ses cheveux roux en pagaille sortaient du bonnet rouge qui se trouvait toujours vissé à sa tête. Ses taches de rousseur ressortaient malgré la qualité médiocre du reflet. Équipée comme elle l'était, on aurait pu penser qu'elle partait en escalade. « Hey, tu comptes observer ta bouille de Vari encore longtemps ?»« Oh, pardonnez-moi, je n'avais pas vu que le facochère qui me sert d'ami était déjà présent. » Les yeux de Michael brillèrent d'amusement. Ils avaient tous deux toujours joué à ce jeu, celui de trouver la remarque la plus cinglante envers l'autre. Un facochère ? Vraiment ? Un Vari ? C'est raccord, surtout avec les varirous. Facochère pour l'odeur aussi, c'est raccord alors. Ils se regardèrent un bref instant, puis hilar commencèrent leur route en direction de la forêt. Tu sais ce qu'on dit sur cette forêt ? Tu te souviens que j'ai grandi comme toi dans ce village ? Oh, laisse-moi donc faire le rôle du guide touristique, veux-tu ? Rosetta laissa Michael continuer. Il se racla la gorge et entama alors son récit. Personne ne sait vraiment comment cette forêt est devenue aussi lugubre, mais il est beaucoup de petits vieux du village qui racontent qu'elle était un lieu de balade magnifique, fut un temps.
m'est avis que c'est les relents d'alcool qui ont altéré leur mémoire. Mais d'après mes recherches Wikipédia, qui se trouvent d'une grande aide pour comprendre l'incompréhensible, y a rien à dire, c'est juste une forêt banale, comme on en fait beaucoup. Mais depuis plusieurs décennies, les rumeurs courent sur ce sombre bois, comme quoi une créature étrange et dangereuse y rôderait, pour venir chasser les pauvres âmes qui s'égareraient entre ces grands chênes. Waouh, quel guide! Tu es parvenu à rendre le temps du trajet encore plus long, et le silence en est devenu étouffant. Sois fier de moi, je prends exemple sur nos profs. Mais quoi qu'il en soit, nous n'avons jamais eu d'âme perdue, et ce depuis près de 50 ans. Le reste de leur randonnée pédestre fut agrémenté d'un nombre incroyable de commentaires de la part de Michael sur la faune et la flore de l'île. Il était, malgré son apparence de petit blond gringalet, un petit génie qui pouvait rapidement épuiser une source de savoir qui l'intéressait. Du moins pour le peu que le sujet ne porte pas sur les mathématiques. C'était sa kryptonite à lui. Après avoir franchi quelques fourrés, le sol se composa bientôt de pavés de taille grossière. Ils arrivaient bientôt. Et comme pour répondre à cette petite pensée que venait de formuler Rosetta, le bâtiment apparut dans son étrange splendeur de décrépitude. La bâtisse avait 3 étages que l'on discernait par les 3 rangs de fenêtres au-dessus du porche. Le porche, lui, était composé de bois, en partie blanc, qui au moyen d'un escalier menait à l'intérieur du bâtiment. La porte était tombée au sol. La tour ouest du bâtiment était construite à l'anglaise, et l'un des bow windows était transpercé par un arbre de part et d'autre. Depuis combien de temps ce bâtiment est-il à l'abandon? Le murmure de Rosetta fut entendu par Michael, qui répondit cette fois sans un trait d'humour et d'une voix sérieuse qui ne collait pas vraiment avec son habituel entrain. 107 ans, et probablement quelques mois. Le fait que le bâtiment tienne toujours relève presque du miracle. Je dirais qu'il le doit principalement à sa structure majoritairement en pierre. Tu vois? Il pointa alors à un côté de la façade. Une partie du bois était tombée et dévoilait au-dessous une pierre blanche de taille. Sans cela, le bâtiment se serait écroulé depuis longtemps. Rosetta posa son sac devant elle. Elle sortit sa lampe torche et son autre lampe. Elle posa aussi au sol une petite caméra qu'elle avait emportée. « Tu veux des souvenirs ?» lança Michael d'un ton amusé. « Je ne sais pas trop, mais c'est ce qu'ils font pratiquement tous sur les vidéos que je regarde. » Il haussa les épaules et commença lui aussi à s'équiper. Ils devaient être les seuls habitants de l'île assez fous pour tenter l'exploration d'un lieu comme celui-ci. « Allez, ne perdons pas notre courage. » Il ouvrit la marche avec à sa suite Rosetta. Elle n'avait pas peur, elle était même excitée par tout cela. C'était un sentiment étrange qui mélangeait adrénaline et aussi admiration devant ce lieu qui lui paraissait sorti d'un autre monde. Ce manoir, qui s'était retrouvé figé dans le temps et perdu dans la nature, lui donnait l'impression d'être le prisonnier de cette forêt. Au moment où elle franchit le pas de la porte, et en entendant le bois craquer sous son poids, son dos frissonna. Elle activa alors sa caméra et l'installa sur son épaule. Elle n'avait pas envie d'avoir les mains prises. Le hall d'entrée était assez étroit. On y trouvait un long couloir qui devait mener vers l'escalier central. Pour le moment, tout ce que Rosetta pouvait voir était des porte-manteaux qui retenaient encore des vêtements qui, eux, tombaient en lambeaux. Au mur se trouvaient des photos. Elle s'approcha du pan droit et l'éclaira. Elle finit par souffler sur le cadre de la photo pour chasser l'épaisse couche de poussière. Il y avait une femme qu'elle trouva fort laide et un homme qui lui était d'un rare charme. Il n'était pas beau, mais il exultait d'une présence unique, étrange et captivante. Michael poussa la porte du couloir et souleva une vague de poussière qui obscurcit alors leur vision durant un court instant. Après quelques toussotements, le cœur du manoir apparut. C'était un escalier de marbre et de métal qui s'offrait au regard. Un design art nouveau, des courbes élancées et élégantes, agrémentées aussi par des représentations de la flore en tout genre. Elle y observa quelques grappes de glycines en fleurs. Avant l'escalier se trouvaient 2 autres salles. Ils prirent à droite. C'était le coin cuisine. Les placards avaient été dévorés et ouverts. Les animaux avaient su faire leur chemin vers les vivres qui avaient été laissés ici. Heureusement pour Rosetta et Michael, l'odeur qui avait dû être insoutenable était un souvenir lointain. Ils rebroussèrent chemin en comprenant que rien d'autre n'était à découvrir. À gauche se trouvait le salon, une partie pour la salle à manger, et l'autre pour le coin cheminée. Les meubles avaient subi le temps, et pour la plupart ils étaient abîmés. Rosetta observa avec une certaine incompréhension la table. Elle avait été dressée. La nappe était en grande partie dévorée par les mides et les rongeurs. Le tout était rendu étrange par les couverts toujours présents. Ils s'étaient oxydés, mais n'avaient pas rouillé. De l'argent probablement. Elle remarqua qu'une partie de la cheminée s'était effondrée.
Elle s'arrêta aux côtés de Michael, qui avait levé le faisceau de sa lampe sur une grande toile au-dessus de l'âtre. « C'est sacrément glauque, tu trouves pas ?»« Ouais, je sais pas comment expliquer ce que je vois. » Le tableau ne représentait pas vraiment quelque chose. C'était une masse noire, comme des nuages sombres, et au sein de ces nuages une lueur rouge. Michael baissa sa torche et le tableau retourna à l'oubli. Un vestige du passé qui dormirait ici encore très longtemps. Il se retourna vers Rosetta et avec une voix enjouée demanda « On monte ?»« Ouais, ne faisons pas attendre le fantôme de la maison. » Ils se retournèrent devant l'escalier et commencèrent leur ascension. Le premier étage contenait un grand nombre de vitrines, la plupart avaient survécu aux affres du temps, mais étrangement ne contenaient que des bouts de papier sans aucune importance. Rosetta approcha d'une vitrine et l'éclaira de sa torche. « Aber pontificus liber mortem. » Pour la première fois de sa vie, elle regrettait presque d'avoir séché les cours de M. Juras. Elle laissa cette étrange découverte de côté et continua de visiter le lieu. Elle ne trouva rien d'autre, pas de tableau, pas de trésor. Seulement ces vieilles pages. Michael, encore moins intéressé par la chose, attendait sur le pas de la porte. Soudain, un bruit résonna dans tout le bâtiment. C'était un craquement profond et lugubre. Même si tous deux l'identifiaient comme étant le craquement du hautbois qui travaille, cela avait suffi à faire se dresser tous les poils de leurs avant-bras. Le second étage était celui des bureaux et de la bibliothèque. Il était divisé en deux études, l'une qui semblait destinée pour des adultes, avec des meubles d'une grande finesse, et l'autre, plus modeste, probablement pour des enfants. Le premier bureau, celui des adultes, avait le sol couvert d'un grand nombre de livres et de feuilles arrachées. Malgré une très brève observation, Rosetta ne put s'empêcher de remarquer cet étrange symbole. 2 mains entourées par une chaîne. Ce symbole était présent sur un grand nombre de papiers. Peut-être que les propriétaires du lieu avaient été en possession d'une société ou quelque chose dans le genre. Malgré tout, il n'y avait aucun nom pour l'accompagner. Sur le bureau, l'encrier avait été renversé et avait taché irrémédiablement autant le bureau qu'un livre ouvert. Malgré cela, les lignes du livre avaient été effacées par le soleil. La vitre, qui avait tenu bon malgré le temps, l'avait protégé tout de même des intempéries. Le bureau des enfants était mieux rangé, mais, étrangement, il n'y avait aucunement des livres que liraient des enfants. C'était troublant, mais rien de fascinant ne retint l'attention de Michael. Aussi, il quitta la pièce et Rosetta, pour ne pas découvrir seulement en second les lieux, le suivit. Ils ouvrirent avec une grande difficulté la bibliothèque. Dans celle-ci se trouvaient des milliers d'ouvrages. Tous avaient été soigneusement rangés, et en regardant de plus près, la porte avait été fermée à clé, mais le temps avait fait rouiller le verrou qui s'était brisé quand Michael l'avait ouvert. Sur un pan de la bibliothèque, certains livres, pour une raison étrange, étaient reliés par des chaînes au mur. Elle s'approcha des livres, et ce qui dénota de l'habituel était l'absence de table ou de chaise, mais aussi de voir ainsi relier les ouvrages au mur. Certes, ils ne seraient pas volés, mais les consulter serait complexe. Elle éclaira les reliures de ceux-ci et tenta de lire leurs titres. Mais ce n'était pas écrit dans une langue qu'elle pouvait déchiffrer. Qui irait attacher des livres dans une bibliothèque ? Quelqu'un qui ne voulait pas que les livres soient lus, ou alors qu'il ne quitte jamais ces lieux. Tu sais que c'est glauque ce que tu dis ? Rosetta haussa les épaules et saisit un livre au hasard. Elle le tira et fit crisser la chaîne du livre contre le bois. Elle resta quelques instants, le livre en main, dans l'attente que quelque chose se produise. Mais, finalement, aucune pièce secrète, aucun fantôme vengeur. Elle ouvrit le livre. Les pages étaient pour la plupart vieillies par le temps et quelque peu jaunâtres. Elles avaient cette apparence du parchemin qui aurait traversé les âges. Il n'y avait pas d'ordre dans la manière d'organiser le texte, celui-ci était écrit à la main, et autour se trouvaient des dessins et des schémas qui se voulaient très nombreux. Tous les dessins représentaient des outils étranges aux formes si particulières que Rosetta n'en trouva aucunement l'usage ou le sens. Elle referma le livre et le posa là où elle l'avait pris. Monstrum membranas. Seul le mot monstrum avait une transparence suffisante pour qu'elle puisse le traduire en monstre. Mais que pouvait bien vouloir dire membranas ? Sans un mot, et l'esprit encore préoccupé par l'ensemble de ses découvertes, elle suivit dans les escaliers Michael. Le craquement du bois était pratiquement devenu familier.
Cela lui rappelait la maison de ses grands-parents. L'ultime étage de la maison était celui des chambres. Il y avait 2 pièces, une pour les enfants, l'autre pour les parents. Maintenant qu'elle y pensait, elle n'avait vu aucune photographie ou peinture qui représentait les enfants de la famille. Michael rentra dans la chambre présumée des enfants. Tout était en ordre. Rien ne semblait avoir été dérangé. Les armoires étaient encore en place, sauf l'une d'entre elles qui s'était effondrée sur le côté et avait dévoilé une étrange scène. Sur le mur, des gribouillis gigantesques et de plusieurs couleurs avaient été réalisés. La peinture, qui avait été passée par-dessus, avait fini par s'effriter. Des gribouillis, on ne distinguait rien, seulement des formes. Rosetta crut presque y voir des mains, mais l'image était bien trop chaotique. Elle remarqua la présence de 3 lits, mais de seulement 2 armoires. Certains des enfants devaient être suffisamment jeunes pour s'en accommoder. La chambre des parents était plongée dans une toute autre ambiance. Le mobilier était dévasté, la fenêtre avait été brisée, et le lit n'était plus qu'une loque de bois et de tissu. Les vêtements éparpillés au sol et les longs morceaux de papier peint décollés par l'humidité donnaient un cachet morbide et sombre à cette pièce. Pour la seconde fois, Rosetta eut un frisson et pour venir conclure cela, sa lampe torche se mit à chauffer et clignota plusieurs fois avant de rendre l'âme. Putain, quelle merde! Heureusement, sa lumière frontale fonctionnait toujours. Elle fit le tour de la pièce et ne trouva rien. Il n'y avait que ce chaos si étrange et dérangeant qui dénotait avec le reste du bâtiment. Pourquoi la chambre des enfants était-elle autant en ordre? Pourquoi celle-ci se trouvait ainsi? On aurait presque dit qu'ils avaient fui quelque chose. Elle fit un tour sur elle-même et chercha Michael des yeux. Son cœur atteint un battement en ne le retrouvant pas. Elle remarqua alors un rayon de lumière qui s'extirpait depuis le mur. En s'approchant, elle découvrit une porte dérobée rendue visible par les années d'abandon et le mauvais état du mur. Elle tira la porte vers elle et entra. La pièce était incroyablement lumineuse, et cela pour la simple raison que des miroirs avaient été posés sur les murs et le plafond. On ne trouvait dans la pièce que 2 choses. D'une part, un divan, et d'autre part, une vitrine. Il y avait dans celle-ci une boîte en bois, sur laquelle avait été déposé un dessin qui représentait une autre boîte. Michael restait devant cette vitrine et l'éclairait de sa lampe. Il était immobile, perdu dans ses pensées. Rosetta savait très bien que quand il se figeait ainsi sur place, cela n'augurait rien de bon. « Tu ne penses quand même pas l'ouvrir, rassure-moi. »« Voyons, je n'y pense pas. Je vais le faire. »« T'es vraiment pas croyable. Imagine si ce sont des pièces d'or. Tu sais à quoi servait ce genre de pièces? S'habiller? C'était justement tout le contraire. On s'y déshabillait et ce divan servait... Oh, imagine bien ce que tu préfères. » Michael baissa les yeux et rougit jusqu'aux oreilles. Étrangement, il avait toujours eu ce côté prude. Les blagues sur le sexe ou encore en parler avaient toujours été laborieux avec lui. Il ne fuyait pas vraiment le sujet, mais ne voulait pas en parler. L'attention de Rosetta se reporta sur la vitrine. Bientôt, il n'y eut aucun bruit dans la pièce. La seule chose que Rosetta entendait était son propre cœur, bien trop bruyant, qui tambourinait contre sa poitrine. Elle observait avec un silence religieux. Les mains de Michael soulevaient la plaque de verre qui fermait la vitrine. D'une main habile, il retira les chaînes qui retenaient la boîte fermement accrochée au fond. Il déposa le dessin sur le côté et se tourna ensuite boîte en main vers Rosetta. « Tu me ferais l'honneur de l'ouvrir? Tu sais que je n'aime vraiment pas ce que l'on fait. Imagine, il y aurait, je sais pas, un cœur pourri ou un truc dans le genre. Bah, s'il s'agit d'un cœur, en 100 ans, il aura bien eu le temps de redevenir poussière. » Rosetta s'approcha, la gorge nouée. Elle avait cette mauvaise sensation qui noyait sa gorge, dans une gluante et écœurante salive qu'elle voulait cracher au sol. La curiosité, ou bien l'adrénaline, la poussa tout de même, et du bout des doigts, elle souleva le couvercle. « Alors » bougonna Michael, la vue cachée par le couvercle. « Bah, c'est une autre boîte. Tu te fous de moi? Laisse-moi la poser sur le canapé. » Sans laisser plus de temps à Rosetta d'observer l'objet en détail, il le déposa sur le sofa et il put observer une autre boîte. Elle était posée sur un coussin de velours rouge et celui-ci avait été gravé au feu par des dizaines de symboles différents. Il n'en reconnaissait aucun. Il saisit l'objet entre ses doigts pour finir par le faire miroiter devant la lumière. Ce n'était pas vraiment une boîte, mais plutôt un coffret,
Il était de taille rectangulaire, chacune de ses faces avait été gravée dans l'ivoire. On y observait des personnages en relief, les jointures qui rejoignaient les faces étaient toutes en métal blanc, probablement de l'argent. Il avait commencé à se moucheter de noir par endroits. Michael fit tourner la boîte entre ses doigts et finit par trouver comment l'ouvrir. En entendant le cliquetis du mécanisme, Rosetta se surprit à poser sa main sur le bras de Michael. « T'es sûr ?»« Bah ouais, on est des explorateurs ou pas ?» Désarmé par la remarque enfantine, Rosetta laissa tomber sa main et Michael poursuivit son geste. Et alors, dans un grand clac, la boîte offrit ses entrailles. Rosetta écarquilla les yeux de surprise. Il n'y avait rien, pas un bijou, pas une seule pierre précieuse. Seulement un fragment de pierre, avec cet étrange symbole qu'elle avait vu dans le bureau. Je suis tellement déçu. Michael fit une moue et remballa l'objet. Il replaça le tout dans la vitrine et s'assit quelques instants sur le sofa, à côté de Rosetta. Elle ne savait pas quoi penser de tout cela. Ils regardèrent quelques instants la vitrine devant eux, puis quand le silence devint trop gênant, Michael bondit sur ses pieds et lui tendit la main. « On rentre ? Rester avec toi dans cette pièce est pourtant follement drôle. »« Ah ouais, tu trouves ? » ?»« Bah ouais, qui aurait cru que je rentrais avec toi dans une pièce dont le seul but était d'exercer les désirs les plus ardents de ses propriétaires ?» Michael passa du blanc au rouge plus rapidement qu'un breton au soleil. Rosetta se mit alors à rire tandis que le principal intéressé de la boutade fuyait la pièce en bougonnant. À sa suite, Rosetta observa une dernière fois la vitrine. Son cœur ne s'était pas une seule fois allégé. Le vent s'engouffra dans la chambre et la porte claqua d'un coup sec. Cela suffit à effrayer Rosetta qui fila rejoindre Michael. Sans un bruit, ils quittèrent la demeure et laissèrent derrière eux les bureaux, les livres, les vitrines et cette étrange boîte. Ce qui était le plus frustrant était de ne pas savoir, d'ignorer ce qui était vrai de ce qui ne l'était pas. Était-il vraiment mort en mer ? Après tout, c'était étrange quand on pensait à la manière dont la maison avait été délaissée. Plein d'éléments étaient bizarres. Mais une chose était certaine pour Rosetta. Elle comprenait sans mal pourquoi les gens continuaient de faire des explorations de lieux abandonnés. C'était en grande partie pour ce questionnement qui ne trouverait pas de réponse. Pendant toute la route du retour, Michael resta bien silencieux. Il ne disait que quelques bribes de phrases et restait dans cette sorte de mutisme qui lui était propre, où il répondait aux gens avec ce petit air supérieur qui donnait l'étrange impression qu'il était dans une bulle et que les autres n'étaient pas vraiment présents. Au moment de se dire au revoir, Rosetta ne reçut pas de remarques cinglantes, seulement un salut bref et sans la moindre chaleur. Sans vraiment en comprendre les raisons, elle comprenait qu'il boudait. Les garçons étaient de ces mystères où ils prenaient parfois la mouche pour quelques raisons qu'il était parfois bien compliqué de comprendre. Rosetta envoya un message unique à Michael. « Ne boude pas trop longtemps, t'es moche quand tu boudes. » Le message resta sans réponse et ne fut jamais lu. Elle jeta son sac sur le coin de son bar et laissa son portable sur la table. Elle se déshabilla sans la moindre gêne au milieu de l'appartement et laissant au sol son linge, sa peau avait une drôle d'odeur. Elle avait l'impression de sentir la toile d'araignée et la poussière de son temps, mais sans pouvoir expliquer le moins du monde l'odeur précise qu'elle dégageait. Alors qu'elle entamait le troisième couplet de sa chanson favorite sous la douche, un bruit étrange résonna. Celui d'un craquement, mélangé à celui d'un verre qui se brise dans l'appartement. Elle enfila une serviette autour de son corps et sortit de la douche. Elle saisit sa brosse à dents dont le pommeau était pointu. C'était une arme de fortune et probablement la pire qu'elle puisse trouver. Mais ce bruit ne l'avait pas vraiment rassurée. Le salon était entièrement vide. Il n'y avait rien, pas un bruit, aucun objet qui semblait avoir changé de place, seulement son sac au sol. Elle fit le lien et s'accroupit pour ouvrir sa lampe de poche. Celle-là même qui était tombée en rate de batterie durant l'exploration avait frappé un objet et la vitre qui protégeait l'ampoule s'était brisée. Elle ramassa les morceaux et de sa maladresse habituelle s'entailla l'index. « Eh merde !» Soignée et séchée, elle s'étala sur le lit avec tout le peu de grâce qu'elle trouva en elle. Son portable brillait légèrement dans la pénombre. Elle l'ouvrit sans réel espoir d'avoir un message. Rien, pas une seule notification. Aucun appel manqué. Elle fit le chemin vers sa discussion avec Michael. Le message avait été lu, mais elle n'avait pas eu la moindre réponse. J'ai merdé ? Elle roula sur le côté du lit et saisit au passage Von Fluff, sa peluche. Il s'agissait d'un phoque au tissu tout doux et aux proportions exagérées. Elle le serra contre elle et repassa le film de la journée dans sa tête. Elle ne comprenait rien de la réaction de Michael et finit par abandonner. Le sommeil l'emporta et elle s'endormit au-dessus des couettes, enroulée sur sa peluche. Elle se réveilla difficilement dans une pièce. Elle savait qu'elle rêvait.
Elle en était persuadée. Mais il y avait quelque chose de bien trop réel. La pièce était sombre. Mais bientôt, des lumières vinrent illuminer chacun des murs. Elle remarqua que la pièce était close et composée de 4 murs. Il y avait du papier peint sur chacun de ces murs, et ceci reprenait la même phrase. L'écrin d'or, d'or pour l'or. La phrase remplissait chaque parcelle des murs. Et bientôt, la peur commença à faire son chemin vers la poitrine de Rosetta. Mais ce qu'elle crut être un sentiment étaient des chaînes bien réelles qui bientôt la lièrent par le cœur au sol. Elle tenta de bouger, mais l'emprise des chaînes se raffermit et le moindre mouvement lui fut impossible. Elle se mit alors à hurler, du plus profond d'elle. Ce n'était plus simplement de la peur, mais une terreur sans aucune limite qui la submergeait. Et son cœur en battait à lui en faire rompre les veines. Chaque veine de son corps se mit à brûler. Rosetta avait l'impression que de l'acide coulait vers son cœur. Elle sursauta et soudain se réveilla dans son lit. Son appartement était comme elle l'avait quitté. Son lit était en état. Von Fluff trônait encore à ses côtés. Tout allait bien. Elle reprit son souffle, mais un bruit étrange se fit entendre. Un cliquetis qu'elle ne percevait pas bien. Elle respira doucement jusqu'à pratiquement retenir son souffle, et son regard finit par saisir l'origine du bruit. Sa lampe torche, toujours posée contre la table de la cuisine, s'allumait, puis s'éteignait. Toujours le même rythme, encore et toujours. Court, long, court, 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 long, long, court. Elle voulut se lever, mais quand elle posa son pied au sol, elle entendit un flop étrange et sentit de l'eau. Sans même lui laisser le temps de comprendre, les murs se mirent à briller et la phrase « Requiescate in picturae » y apparut. Comme si les lettres brûlaient, les murs, le papier peint fut consumé et, alors que Rosetta se trouvait entourée par des milliers de particules de cendre, sur les murs, le symbole qu'elle avait vu dans le bureau se mit à apparaître. Elle fut contrôlée par une force et se leva. Rosetta ne pouvait bouger que sa tête et son bras droit. Elle se dirigea vers le mur, bras tendu. Elle tentait de saisir son propre bras, de le retourner, de se pincer, de lui imposer la moindre force, mais rien n'en fut. Elle avança vers le mur, et quand elle l'atteint enfin, elle entendit une seule et même phrase. « J'attends. » La phrase se répéta plus fort. « J'attends, 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 j'attends. » La phrase fut répétée frénétiquement, encore et encore, si bien que le bruit en devint insupportable. Rosetta, qui avait retrouvé le contrôle de son corps, se tenait prostrée contre le sol, avec les mains sur les oreilles. Elle laissa échapper un cri de détresse. Elle avait mal, elle avait peur et ne comprenait rien. Elle avait tellement froid, tellement mal. Puis soudain, la foi dans un seul éclat lança un unique et un seul mot avant de s'arrêter. « J'arrive. » Rosetta ouvrit un œil, et devant elle se trouvait un visage, celui d'un personnage d'ivoire, la même face que sur la boîte aux bijoux. Il secoua la tête en signe de désespoir, sa peau craquela, et il fut emporté par le vent. Rosetta ouvrit les yeux. Son corps entier la faisait souffrir. Elle avait froid, et pourtant elle avait le visage en feu. Les larmes coulaient de ses yeux et ne s'arrêtaient pas. Elle ouvrit toutes les lumières et s'enroula dans la couette. Au terme de 15 longues minutes, elle finit par se calmer. Une fois ses hoquets de peur calmés, elle se jeta sur son portable et appela Michael. Une première fois, puis une deuxième. Finalement, et en attendant que le matin se lève, ce furent 40 appels qui ne furent jamais décrochés par son ami. Il ne répondit pas, et cela durant les 3 jours qui suivirent. Rosetta avait fini par demander refuge à une amie. Elle n'avait pas réussi à dormir la nuit suivant son cauchemar. Elle avait prétexté avoir gazé son appartement contre les puces de parquet. Durant les 3 jours qu'elle avait passés chez l'amie en question, elle avait épluché les forums, les sites spécialisés, mais rien de tout cela ne faisait aucun sens. Elle avait dessiné en boucle le signe qu'elle se remémorait sans mal. Et comme dernière tentative, elle fit la recherche de l'image avec un moteur de recherche. Elle ne trouva pas moins de 7000 réponses. 2000 de ces photographies provenaient d'un compte sur un site qui s'appelait Mika. Les autres sites qui montraient ce symbole avaient plusieurs grands textes qui l'accompagnaient, mais tout ce qu'elle comprit ne fut qu'une seule chose, ou plutôt un seul mot. La clé. Qu'avons-nous fait ? Un problème ? Demanda Lalia, en levant un sourcil. Non, rien, Lala. Je vais aller chez Michael. Je veux mettre les choses au clair. Il serait temps entre vous. Si jamais tu prendras soin de Von Fluff ? Lalia regarda la peluche avec un air sceptique, puis comme le ferait une bonne amie, elle mentit. T'inquiète, il sera bien traité. Rosetta offrit alors un demi-sourire, puis après une petite tape affectueuse sur la tête de Von Fluff, elle quitta l'appartement.
Elle n'avait rien d'autre que son sac avec quelques affaires et son portable. Michael vivait dans une petite maison, rien de bien extravagant, mais le lieu faisait 3 fois l'appartement de Rosetta, un legs de ses parents. Rosetta arriva devant la maison après avoir envoyé un message à Michael, l'informant que prêt ou non, habillée ou non, elle rentrerait. Elle souleva un canard en terre cuite qui trônait dans le jardin pour trouver la clé de secours. Elle était l'une des rares personnes qui connaissait l'existence de cette cachette. Elle rejoint la porte d'entrée et tourna la clé pour entrer. Elle referma la porte derrière elle. La maison était incroyablement chaude, comme si le chauffage avait été poussé à son maximum. « Michael, c'est moi !» Aucune réponse. Les pièces semblaient étrangement vides et étrangement rangées. Trop bien rangées même. Dans le salon, l'ordinateur de Michael tournait encore. L'écran projetait en boucle une vidéo. La vidéo sautait toujours au même endroit, celui où Michael avait ouvert la boîte. Toujours ce même freeze, et la vidéo repartait. Sur la table se trouvait un livre. Rosetta s'approcha et le toucha. Elle souleva sa couverture et retint un petit cri quand elle découvrit les pages qui étaient encore en plis du même symbole que dans le manoir. Chaque page, chaque ligne avait été écrite puis gribouillée. Encore et encore. Comme dans la chambre des enfants. Soudain, elle entendit un son étrange et étouffé. Quelque chose de métallique frappait du fer. Elle se dirigea vers la source du bruit et trouva rapidement la porte qui menait au sous-sol de l'habitation. Elle s'approcha de celle-ci et tendit la main. Son geste s'arrêta quelques instants, puis elle força et saisit la poignée. « Michael ?» Aucune réponse ne lui vint, seulement ce bruit, le son répété du métal frappé, encore et encore. Elle descendit doucement. Chaque pas qu'elle faisait la menait vers le fond du sous-sol, et chaque pas la rapprochait d'une chaleur épouvantable. Une chaudière cassée expliquerait tout, mais cette dernière volonté de donner du sens à cela finit par perdre toute crédibilité quand elle découvrit Michael en bas. Sa peau était noircie par du charbon, et il se tenait devant un four fait à la main. Devant cette forge improvisée, il semblait fabriquer quelque chose. « Michael ?» Il ne répondit pas, mais en tendant l'oreille, Rosetta se surprit à entendre un murmure. Elle s'approcha de lui et soudain put entendre « D'or est l'or qui coule et fond puis se tord et s'endort dans cette nouvelle demeure d'or. D'argent l'argent de ces gens qui comme le vent rencontrent ma détresse et enfin tresse mon destin et dessert enfin les liens. » « Qu'est-ce que tu racontes, Michael ?» Soudain, Michael arrêta son mouvement et se tourna vers Rosetta. Il tenait dans sa main un marteau et dans l'autre la boîte. Il s'était certes retourné, mais son regard restait braqué vers la face de l'objet. Rosetta suivit son regard, mais soudain elle entendit une voix surpasser les murmures. « Rosetta, non !» La voix était inhumaine, disgracieuse, on aurait dit un grognement, mais cela suffit à arrêter son regard. Cette voix, même si elle était brisée, était celle de Michael. « Qu'est-ce qui se passe ?» La boîte, il y avait quelque chose, une affreuse chose qui corrompt, qui dévore. Elle veut sortir. Michael avançait lentement en direction de Rosetta. Elle recula doucement, mais bientôt se retrouva dos au mur. « Qu'est-ce que je dois faire ? Tu dois briser la boîte. Libère-moi de son emprise. » Rosetta regarda autour d'elle. Il y avait une pierre rudimentairement taillée. Elle la saisit et laissa avancer Michael. Quand il fut à portée de bras, il leva son marteau. Rosetta choisit ce moment précis et d'un coup esquiva, puis donna un grand coup sur la boîte. Les doigts de Michael se brisèrent sous le choc, mais la boîte se brisa aussi. Un cri épouvantable retentit dans toute la pièce, un mélange de la voix de Michael et de celle d'une autre chose. La chose. Michael serrait les dents, il était plié de douleur au sol, mais semblait avoir recouvré ses esprits. « C'est bon, j'ai réussi ? Hey, darling, tu te souviens de notre première rencontre ?» La voix de Michael était légèrement brisée. « Oui, en primaire, je t'avais demandé d'être mon ami pour la vie. Je suis désolé, je tiendrai pas ma promesse. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» hurla Rosetta paniquée. Michael se leva et récupéra sur le côté du fourreau un couteau de cuisine. « La mère ne les a pas tués, c'était cette chose.
Et les enfants ne sont pas morts en même temps que leurs parents. Ils l'avaient vu. Ils avaient vu le dessin. Celui qui était caché sur la face de la boîte. Le symbole à l'intérieur. C'était la clé, Rosetta. Mais la clé qui menait vers plus sombre encore. Rosetta pleurait. Car elle n'était pas bête. Car elle était suffisamment intelligente pour comprendre que le regard de son ami en disait plus long. Je l'ai vu. Il n'y a pas d'autre moyen, demanda-t-elle. Elle vit, car son image se transmet. Si jamais je la mettais en ligne, si jamais elle prenait le contrôle, ce serait la fin. Ce monde ne mérite pas que tu te sacrifies. Le monde? Certainement pas, darling. Rosetta voulut parler, mais le souffle lui manqua. Elle resta là, les yeux plongés dans ceux de Michael. Dans la prochaine vie, ami pour la vie. Dans la prochaine vie, ami pour la vie. Leurs poings s'entrechoquèrent et la lame percuta le cœur de Michael. Rosetta le récupéra pour qu'il chute dans ses bras. Elle le tint longuement dans cette position jusqu'à ce que son regard et son sourire ne se figent à jamais. Son sang chaud devint froid. Rosetta passa sa main sur ses paupières et les ferma à jamais. Elle le déposa avec toute la douceur qu'elle put, et, saisit de rage les morceaux de la boîte, puis les brisa en miettes. Elle monta à l'étage et emporta l'ordinateur avec elle. Elle embroya chaque morceau. Puis, elle regarda son poing. Elle sentait encore la chaleur du poing de Michael. Tu as toujours aimé prendre de l'avance. Tu as toujours été un mauvais perdant. Et les flammes consumèrent tout. Rien ne resta. Pas même Rosetta.